Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. On attend 1 à 2 minutes, le temps que tout le monde arrive. Ça fera venir les retardataires. Pour votre information, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas activer ni votre micro ni votre caméra. On est sous format webinaire, donc ce n'est pas un bug de votre téléphone, de votre ordinateur. Tout se passera directement dans le chat pour poser vos questions. Bonjour, bienvenue. Alors, pour information aussi, ce webinaire va être enregistré. Il sera posté sur la chaîne YouTube de l'ADI. Néanmoins, on ne partage pas le support de présentation. À l'issue de la webconférence, vous allez recevoir un email récapitulatif dans lequel vous retrouvez aussi le lien du replay. Donc, si vous avez raté une slide à un moment, si vous n'avez pas compris une information, vous pourrez revenir grâce au replay sur la notion. Donc, on attend encore une petite minute et puis on pourra commencer. Alors, Mélanie, comme je disais, le replay il sera disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI à l'issue de la webconférence. J'ai la liste de tous les inscrits, donc je vais pouvoir vous donner le lien. Donc, ne vous inquiétez pas. Eh bien, Emmanuel, je te propose qu'on débute. Ça fera venir les retardataires. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire sur l'étude de marché. Donc, on va donner un petit nom un peu plus commercial, maîtriser mon marché pour sécuriser mon projet. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Emmanuel Guirado, qui est bénévole à l'ADI depuis plusieurs années sur Bordeaux. Donc, je laisse peut-être Emmanuel se présenter en amont. Bonjour à tous et bienvenue. Désolé pour ma voix, je suis un peu enrhumé. Effectivement, je suis bénévole à l'ADI depuis 8 ans. Je fais énormément d'accompagnement, d'enseignement avec J2A, de permanences diverses et variées. Et je suis également RTB pour le territoire. Merci beaucoup Emmanuel, et moi aussi je vais me présenter. Donc, je suis Cassandra Le Grusselet et je suis chargée de projet à l'ADI, donc je suis au siège sur Paris. Et donc je suis en charge de la programmation des webconférences de l'ADI, en tout cas c'est une de mes missions. Et donc pour ceux qui viennent d'arriver, le webinaire sera bien enregistré et disponible sur la chaîne YouTube de l'ADI, mais on ne partagera pas le support de présentation. N'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. On essaiera de répondre à celles qui sont les plus généralistes. On ne pourra malheureusement pas partir sur du cas par cas. Quand je n'aurai pas forcément la réponse, qui risque d'arriver, parce que moi, je ne suis pas forcément une pro de l'étude de marché, je soumettrai votre question à Emmanuel. Écoutez, je vous propose qu'on commence tranquillement. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va aborder, c'est évidemment de vous parler un peu de l'ADI, en général, qui on est exactement. Ensuite, de vous parler de l'étude du marché, c'est quoi, pourquoi et pourquoi est-ce qu'il faut l'utiliser aujourd'hui, enfin en tout cas en créer une. Ensuite, il y a différentes étapes pour pouvoir la réaliser. Enfin, on vous parlera un peu des entretiens clients, en fait, pour pouvoir déterminer quel est votre marché et votre cible. Ensuite, de la préparation de la stratégie commerciale. Et enfin, on vous parlera un petit peu du financement de l'ADI. Alors, donc, pour résumer, je suppose qu'il y en a qui ont déjà assisté aux webconférences de l'ADI. Donc, nous, on est une association reconnue d'utilité publique. On n'est absolument pas une entreprise. Et on a été créé il y a 35 ans par une économiste qui s'appelle Marianne Nowak. On vient financer, en fait, celles et ceux qui ne peuvent pas être financés par le système bancaire traditionnel, parce qu'ils n'ont pas forcément les prérequis que recherchent les banques, c'est-à-dire d'avoir de l'apport personnel, de financer du matériel, qu'on n'a pas forcément les diplômes, ni forcément le salaire qui va avec, parce qu'on n'est pas forcément en CDI. On est vraiment présent partout en France, donc il y a sûrement une agence qui n'est pas très très loin de chez vous. Aujourd'hui, on est 1300 bénévoles et 900 salariés sur tout le territoire. On a plus de 200 agences sur tous les territoires. Quand je parle de territoire, je parle à la fois de l'Hexagone, de la Corse, mais aussi des départements d'outre-mer, mais aussi des collectivités d'outre-mer. Donc, on est vraiment présent sur tous les territoires français.
On a 3 missions, à l'ADI. On va avoir évidemment une mission de financement et de conseil, c'est notre cœur de métier, donc on va financer celles et ceux qui souhaitent entreprendre, mais qui en sont empêchés aujourd'hui. On va avoir aussi une mission d'accompagnement, c'est-à-dire d'accompagner les entrepreneurs, avant, pendant et après leur financement, parce que l'objectif, c'est pas uniquement de vous financer, c'est aussi de vous accompagner sur le long terme et de pas vous laisser, tout seul, vous débrouiller avec, votre entreprise. Et enfin, on va avoir une mission de plaidoyer, c'est-à-dire de promouvoir le droit à l'initiative économique pour tous, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup en lien avec les institutions publiques et notamment les députés. Et bien, écoute, Emmanuel, je te laisse la main. Et puis, moi, je prends les questions dans le chat et voilà, qui sont les plus généralistes. On pourra, comme je disais, pas faire forcément de cas par cas, donc on va essayer de répondre au maximum, parce qu'on est vraiment beaucoup là. Voilà. Donc, parfait, oui, effectivement, on est presque 230 sur la webconférence. Donc, on va parler d'études de marché et avec de nombreux exemples pour que ça vous paraisse, essayer d'éclaircir tout ça pour les questions que vous vous posez. Donc, quoi et pourquoi? Donc, il y a des choses essentielles dans une étude de marché. Le premier, c'est d'adopter une posture ouverte qui vous fait prendre du recul avant d'aller découvrir son marché, votre environnement et s'ouvrir à votre clientèle. Au-delà des mots, ça signifie clairement de vous poser sans cesse des questions sur ce que vous vendez, que ce soit des biens ou un service, et on va rentrer dans le détail au fur et à mesure de cette webconférence. L'étude de marché, c'est une étape préparatoire de la stratégie commerciale, de la gestion de l'entreprise. Ce n'est pas la stratégie elle-même. La stratégie elle-même, c'est où voulez-vous aller avec votre projet d'entreprise, tandis que là, c'est une étape qui vous permet de bien positionner votre produit et vos services, et c'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. C'est un moment essentiel dans le recueil d'informations et de données sur votre marché. C'est-à-dire que c'est le marché qui va décider de vos actions et de vos décisions. En clair, on ne vend pas de glace sur une plage au mois de janvier. Là, ça paraît une porte ouverte, mais ce sont ce genre de questions-là qu'il faut se poser. C'est le marché qui doit dicter vos actions. Mais cette étude de marché, ce n'est pas votre stratégie en elle-même. Votre stratégie, c'est où voulez-vous aller avec votre projet. Donc, c'est les objectifs que vous avez qui sont de trouver des réponses à des questions basiques. Qui sont mes clients potentiels? Ceux qui consomment déjà le produit ou ceux que vous allez peut-être attirer par la suite. Quelles sont leurs habitudes de consommation? Par exemple, vendre un kebab dans un camp de tourisme végétarien, ce n'est pas forcément une bonne idée. Quelles sont les évolutions et les tendances du marché? Quels sont vos fournisseurs potentiels, vos concurrents? Et quel est l'environnement? Quand on commence à répondre à ces questions-là, on se rend compte que l'on est face à des opportunités d'aller vendre auprès de clientèle ou de zones où il n'y a personne, et de contraintes donc liées à la concurrence ou liées à d'autres choses. Vos objectifs, quand on commence à répondre à ces questions, c'est de dire c'est quoi ma stratégie commerciale, mes arguments de vente, et on va revenir là-dessus au fur et à mesure. C'est également le positionnement, dont les positionnements du produit, du service, des prix, et ça peut questionner votre modèle économique. Ces deux points sont essentiels parce que ça se traduit dans votre projet sur des chiffres, sur des charges à venir et sur votre chiffre d'affaires. Laissez-moi donner un exemple. Vous vendez quelque chose en ligne. Vous savez positionner votre produit,
vous connaissez votre modèle économique, mais vous n'avez aucune idée de l'impact que vous allez avoir. Donc, anticiper le montant que vous allez mettre dans le référencement de votre site web ou de marketing digital est quelque chose d'important, puisque ça risque d'être une charge importante dans votre chiffre d'affaires, dans votre business model, pardon. Ça vous permet de définir une stratégie marketing par la différenciation et de toucher une clientèle cible. Alors, c'est quoi la différenciation? C'est la valeur. Et la valeur, ce n'est pas le prix d'un bien ou d'un service, c'est vraiment ce qui vous rend unique. C'est la question essentielle que vous devez vous poser en tant qu'entrepreneur, c'est pourquoi on va me choisir moi? Pourquoi on va me tendre une carte bleue pour payer un bien ou un service que je vends moi, alors qu'il y en a d'autres qui font la même chose? Où est ma valeur? Un des exemples que je peux donner, c'est un artisan qui fait de l'électricité ou de la plomberie. Il y a des tas de plombiers, des tas d'électriciens qui sont compétents. Et je considère que si vous êtes ici sur ce webinaire, c'est que vous avez également des compétences pour vendre vos biens et vos services. Et donc, mais vous n'êtes pas tout seul. Il y en a d'autres qui font pareil. La différenciation va passer par quelque chose qui va au-delà de ce que vous vendez. Par exemple, si vous êtes un électricien, c'est de dire, écoutez, je viens vous voir pour voir votre problème d'électricité, je serai là mardi à 16h30. Et vous êtes là mardi à 16h30. Monsieur, madame, vous aurez votre devis dans votre boîte mail ce soir avant 22h30. Et effectivement, avant 22h30, le client potentiel a son devis qu'il accepte. Et il vous dit, vous mettez d'accord, il vous dit, écoutez, je viens faire votre chantier, je commence mercredi, je suis là à 8h, et vous êtes là à 8h. Ça ne change rien à vos qualités de plombier ou d'électricien, mais ce que vous avez vendu là et qui fait une différence, ça s'appelle la sécurité. Et la valeur, au-delà de la qualité de votre prestation, sera cette affaire, une affaire de sécurité, qui fait que le client dira « Ah ouais, cet artisan-là, on peut compter sur lui. » Et vous en tirerez les bénéfices par le bouche à oreille. Donc, et répondre à ces questions, c'est ce qui vous met dans un processus d'étude du marché lui-même, pour vous positionner de manière à ce que l'on vous voit et qu'on considère que vous êtes la solution au problème que se pose le client. Alors évidemment, il y a des étapes pour réaliser ces études de marché. Et donc, c'est un certain nombre d'étapes. La première chose, c'est de déterminer qui sont vos clients. On ne vend pas des voitures de luxe quand on est dans un QPV. Ça paraît parce qu'il n'y a pas une clientèle forcément là pour ce type de produit. Donc, une de vos priorités très vite est de déterminer à qui vous vendez. Alors, est-ce que vous vendez à des particuliers? Est-ce que vous vendez à des entreprises? Ou les deux? Exemple, bon, particulier, on reprend l'exemple de l'électricien, du plombier, ça vous avez compris, hein, ou une entreprise. Parce que vous pouvez vendre à une entreprise qui a besoin de vos services. Exemple, vous êtes graphiste, web designer, et vous allez travailler en sous-traitance pour une agence. Donc là, vous vendez à une entreprise. Les questions que vous vous posez ne sont pas forcément les mêmes. Mais vous pouvez vendre aux deux. Donc, la question, c'est de déterminer c'est qui est mon client. Si c'est une entreprise, sa taille, le secteur d'activité, déterminer le besoin pour l'entreprise. Est-ce que c'est un changement de prestataire et est-ce que vous êtes capable de répondre à ce besoin?
Ils sont où? On ne traite pas de la même façon quelqu'un qui est dans un monde urbanisé que dans un monde rural, où la manière de travailler est très différente. Et puis, quelque chose qui va être important, c'est ils sont où par rapport à où je suis moi. Si c'est à 200 km, ça joue. Vous voyez? Pardon. Et ensuite, la fréquence d'achat. Si vous êtes dans un projet, par exemple, vous faites de l'aménagement d'intérieur, ou si vous faites de la réfection de toiture, ce n'est pas quelque chose qui se fait tous les mois. Tandis que si vous vendez un kebab, donc le fait de la répétition, la fréquence d'achat ne sont pas la même. Et les questions que vous vous posez sur la qualité de ce que vous vendez ne sont pas les mêmes. Donc ensuite, bon, évidemment, il y a des choses qui sont le panier moyen et les attentes qui se font clairement par une analyse des attentes du client. Et pour y parvenir, le mieux, c'est d'utiliser un outil extrêmement efficace qui s'appelle une paire de chaussures pour aller voir sur le terrain des gens qui ont pour ambition ou comme business le même que le vôtre. Pour voir un petit peu, ils sont implantés où, c'est comment leur clientèle, comment ils se différencient, c'est quoi leur stratégie de valeur pour se différencier des autres. Donc, quand on parle là des clients, évidemment, il y a des indicateurs qui sont importants, comme le genre, la tranche d'âge, la catégorie socio-professionnelle, la typologie de la famille quand c'est des particuliers, les habitudes, les passions, les valeurs, l'endroit où ils sont. Et donc, vous avez là une photographie, là, à droite, là, c'est du particulier, à gauche, c'est de l'entreprise, qui vous permet de répondre à ces questions. Il est possible que vous ne puissiez pas répondre à tout, parce que soit votre produit est nouveau, soit parce que vous êtes seul dans ce créneau, ou qu'il n'y a pas de concurrent immédiat ou de partenaire immédiat. Donc, il faut essayer de creuser davantage pour répondre à ces questions. Hop, pardon, voilà. Donc, ensuite, la question, c'est la concurrence et la différenciation. Donc, je vous l'ai dit, la question fondamentale en tant qu'entrepreneur que vous devez vous poser, c'est pourquoi moi? Pourquoi ils vont acheter chez moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Donc, et si vous n'êtes pas capable de répondre clairement à ces questions, ce qui n'est pas un problème en soi, surtout quand on se lance et qu'on débute, d'aller voir les concurrents, c'est une bonne idée. Parce que vous pouvez copier, ça peut vous donner, vous, des idées pour vous différencier, et ça peut vous permettre de définir votre identité. Prenons un exemple. Moi, je fais pas mal d'accompagnement ici à l'ADI. J'ai reçu 2 jeunes femmes qui faisaient des empanadas, des petits chaussons à la viande, pour les vendre sur les marchés. Il y en a d'autres, des gens qui font des empanadas. Pour se différencier, elles peuvent se différencier par le prix, par la qualité, par les deux ou par l'originalité. Le fait de travailler sur ce que faisaient les autres pour faire quelque chose de différent était essentiel pour elles. Vous voyez? Donc, c'est ça. Si j'en reviens à mon plombier ou à mon électricien, si en analysant le marché, vous découvrez que les gens se plaignent parce qu'il y a bien des artisans, mais ils ne sont pas disponibles, mais ils ne sont pas fiables, mais ils vous disent qu'ils viennent le mardi, mais ils viennent le mardi 3 semaines plus tard, vous avez là un créneau qui vous permet de définir une valeur que les autres n'ont pas.
Donc, vis-à-vis des concurrents, effectivement, votre objectif là, c'est s'inspirer des points forts et d'éviter là où ils ont failli. Donc, et ça, cette partie sur la concurrence, elle est importante pour vous parce que si il y a peu de concurrents, vous êtes dans un environnement qui vous permet de travailler facilement sur la valeur. Si c'est très concurrentiel, je prends l'exemple des web designers. Il y en a beaucoup sur le marché qui travaillent avec des entreprises. Comment se différencier des autres? Vous voyez? Donc là, ça peut être le créneau sur lequel vous intervenez. Ça peut être comment dire, votre fiabilité et la sécurité. Et vous remarquerez que je ne parle jamais du prix. Parce qu'on va en parler du prix. Pour vos concurrents, ce qui est important aussi, c'est de déterminer, quand vous analysez ce que font vos concurrents, qui sont leurs clients. Est-ce que c'est les mêmes que ceux que vous ambitionnez de toucher? Est-ce que ce sont d'autres clients? Parce que si la réponse est non, ce n'est pas les mêmes, vous devez, dans ces cas-là, clairement définir une stratégie marketing qui va être différente de celle de vos concurrents pour vous différencier. Bon, pareil sur leurs produits et leurs services. Est-ce que vous vendez la même chose ou pas? Et tout ça, ça vous oblige à quelque chose d'important, c'est-à-dire prendre du recul sur vos produits et vos services. Alors Emmanuel, il y a une question d'Alexandra qui est très pertinente. Elle dit, dans l'étude de marché, doit-on différencier concurrent direct et concurrent indirect? Alors, concurrent direct, c'est des gens qui font la même chose que vous, il n'y a pas de problème. Concurrent indirect, c'est généralement des gens qui ont une offre plus large que la vôtre, mais qui englobe une partie de ce que vous faites. Donc, ils ne sont pas concurrents sur tout, ou vous n'êtes pas concurrents sur tout, mais il y a vraiment ils ont potentiellement une offre plus large que la vôtre, même si ce n'est pas la cible commerciale que vous voulez atteindre. Donc, une fois de plus, la question fondamentale, c'est celle que j'ai posée au début, donc je ne sais plus quel slide au début, c'est pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'ils vont venir me voir? Quelle est la promesse que je peux faire qui va les décider à m'acheter mon produit ou mon service? Je vais prendre un exemple rigolo. Vous avez tous reçu dans votre boîte à lettres la carte de visite du professeur Mamadou qui vous garantit la réussite aux examens, le retour de la chérie ou du chéri qui est parti et qui guérit les corps aux pieds, la grippe, les dents de sagesse, etc. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va téléphoner au professeur Mamadou dont la première question sera de vous demander votre numéro de carte bleue? Pourquoi quelqu'un va rentrer dans cette logique-là? C'est parce qu'il a adhéré à une promesse. Et donc, la crédibilité de cette promesse, elle est fondamentale pour vous différencier des autres. Les professeurs Mamadou avec leur carte de visite, tout le monde a déjà eu ça, il y en a plein. Je ne suis pas personnellement client, mais s'ils continuent à travailler comme ça, c'est qu'ils ont des clients. Donc, leur promesse permet d'attirer des gens. Vous voyez, il y a une promesse qui est facile à comprendre, c'est la promesse sur le prix. Je suis moins cher que les autres. Bon, globalement, si vous êtes ici à l'ADI, vous assistez à cette webconférence, c'est que vous êtes potentiellement plutôt un petit entrepreneur. Donc, une guerre des prix, si vous voulez vous différencier par les prix, vous êtes mort. Vous n'êtes pas assez gros, pas assez solide par rapport à des gens qui, eux, le sont. Donc, vous voyez, c'est plus par la valeur que vous allez vous différencier des autres. Et la question sur la concurrence indirecte, elle vous oblige à reprendre votre questionnement. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je vais avoir de plus que les autres? Ça peut être, écoutez, eux, c'est des généralistes, ils voient ça de très haut, tandis que moi, je suis spécialisé là-dedans, et ça, je le fais bien. Je fais que ça, mais je le fais vraiment bien. Vous voyez?
Et donc, c'est un peu ça dont on vient de parler, c'est-à-dire de parler du marché et de l'environnement. Le marché et l'environnement, c'est de découvrir que peut-être votre offre, elle est bien, mais elle ne va pas toucher tout le monde. Il faut peut-être que vous trouviez quelqu'un pour vous associer. Alors, je vais prendre un exemple, puisque moi, j'aime bien les exemples des gens que j'accompagne. J'ai eu quelqu'un, c'était il y a 3-4 mois, qui faisait du design d'intérieur pour de la rénovation d'appartements. En gros, c'est un travail d'architecte d'intérieur. Ses clients sont des particuliers, il ne veut pas travailler avec des professionnels, et il s'est rendu compte que ce que les gens lui demandaient, c'était écoutez, ça me séduit votre démarche, mais si je veux aller plus loin, comment on fait? Et donc elle, parce que c'était une femme, elle avait découvert que 2 ou 3 entrepreneurs, artisans, peinture, plâtrerie, électricité, etc., étaient des gens fiables. Et donc, elle avait créé elle-même un petit écosystème en disant aux clients, écoutez, voilà, moi, je vais vous amener tout ça. Vous travaillerez directement avec eux, mais d'une certaine manière, je les connais. Et vous êtes là dans un environnement sûr pour votre projet de rénovation. Et elle s'est rendue compte que la différence entre simplement proposer un projet de rénovation et d'amener une solution, pas clé en main, mais qui mettait les clés dans les mains de ses clients, lui rapportait plus de clients parce qu'il y avait une valeur que les autres n'apportaient pas. Hein, il y avait d'autres qui étaient plutôt des décorateurs, très sympas, très machin, etc. Mais quand il fallait passer au concret, il les mettait dans les mains de grosses entreprises qui donc avaient des prix élevés et puis pas la flexibilité d'entrepreneurs plus à l'écoute du marché. C'est ça qui vous permet de trouver la place de votre entreprise, de votre offre, et puis de connaître l'environnement de votre projet d'entreprise. Parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que des concurrents, il y a des gens qui peuvent compléter votre offre. Et quand c'est un projet qui est important, peut-être que certains concurrents peuvent devenir des associés. Quand je dis ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie clairement que vous devez avoir un esprit curieux et ouvert. Il y a un danger à faire ça, c'est de vous faire piquer le client, mais si c'est trop gros pour vous, de toute manière, vous le perdrez. Donc, vous voyez, cette question de se poser la question dans un esprit d'ouverture, c'est déjà commencer à y répondre. Vous pouvez dire, ah non, moi ça ne m'intéresse pas. Et donc, vous avez défini votre environnement, vous ne voulez pas rentrer dans une logique d'association. Pourquoi pas? Moi, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, hein. Je dis voilà. Et c'est ça également qui va vous permettre de trouver des leviers pour expliquer votre valeur. J'en reviens à ça, c'est démontrer la valeur pour répondre à cette question, pourquoi moi? Pourquoi ils vont me choisir moi? Donc des gens qui sont pas vos clients, mais qui sont des prescripteurs, qui relaient votre offre et votre communication. Le truc le plus simple, c'est les réseaux sociaux. Vous faites quelque chose qui se voit, il est clair que Instagram devient votre meilleur ami. Mais si vous connaissez quelqu'un dans la presse, ça devient également votre ami. Si vous avez déjà testé votre activité, etc., c'est clair que le premier vecteur pour ça, c'est le bouche à oreille. Hein, vous connaissez ça, j'enfonce une porte ouverte, mais le bouche à oreille, c'est clé. Je reviens à l'exemple de mon électricien. Le gars qui vous a sauvé la vie et qui a été fiable et tout ça, vous en parlez à tout le monde autour de vous. C'est pas plus difficile que ça. Et vous parlez pas de son prix, vous parlez de la sécurité. Il était fiable. Vous voyez? Bon. De même pour les fournisseurs et les prestataires. Il y a les fournisseurs, donc sur la qualité, les prix et la fiabilité des fournisseurs, c'est aussi important que votre fiabilité à vous vis-à-vis de vos clients.
De même pour les prestataires, si, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous faites intervenir des gens en complément de votre offre. Les organismes de réglementation, ce n'est pas très important pour la plupart d'entre vous, sauf si vous êtes dans le domaine de la santé, vous faites des produits cosmétiques ou des choses comme ça, là, effectivement, il faut faire attention à vérifier que le marché ne change pas avec des changements de réglementation. Alors, on a 2 questions. Oui. Alors, on a une question de Nathalie qui nous dit: peut-on dire que les experts comptables peuvent être des acteurs importants dans le cadre de mon activité d'assistanat administratif? Alors, un expert comptable, il peut être prescripteur. C'est ce que j'ai vu là. Mais dans son activité d'expert comptable, non, ce n'est pas le cas. Il peut être prescripteur en disant bah, je connais quelqu'un qui est très professionnel dans ce domaine bien précis. Ça, c'est bien, on est dans la logique du bouche à oreille. Mais ça s'arrête là. Donc, on connaît ce que vous faites, on sait qu'on apprécie votre fiabilité. Là, l'expert comptable va le faire. Mais le vrai travail de l'expert comptable, c'est de gérer vos chiffres. Voilà. Si je prends une analogie, si vous voulez, l'expert comptable, c'est le compteur de vitesse de votre voiture. Il vous dit à quelle vitesse vous roulez. Ce n'est pas lui qui conduit, c'est vous. Ce que je dis sans cesse aux gens que j'ai en formation, c'est qui c'est le patron? C'est vous. Donc, c'est vous qui prenez les décisions. C'est vous le patron. Donc, pour en revenir à quelqu'un qui peut être un prestataire et un prescripteur, ça, c'est clairement du domaine du bouche à oreille. Quelqu'un qui se rend compte que ce que vous faites est bien et qui est un prescripteur. Ce n'est pas parce qu'il est expert comptable. Vous voyez ? Il y avait une autre question, Cassandra? Oui, une autre question. Quelles sont les sources officielles qui peuvent me permettre d'avoir les informations fiables de concurrents? Tu connais des sites ou des lieux où il faut se rendre? Non, alors, non, parce que donc, là, vous trouverez facilement sur le site de l'INSEE ou sur Eurostat des chiffres par domaine, etc. C'est des bibles d'informations. Mais voilà, vous êtes à Amiens, vous êtes à Marseille, et bien là, vous n'avez pas le détail. Très vite, vous allez trouver des chiffres qui sont des chiffres qui correspondent à des ordres de grandeur nationaux, voire européens. Certaines chambres de commerce, certaines CCI mettent à disposition des informations sur une région donnée. La fiabilité est aléatoire. Vous trouverez très difficilement comment dire, une liste précise de vos concurrents sur votre territoire. Alors, comment fait-on pour les identifier? Ben, vous êtes client et vous cherchez. Vous cherchez votre produit, vous cherchez votre service et vous allez voir très vite quelles sont les entreprises qui apparaissent en premier sur vos recherches Internet. Vous allez vous rendre compte très très vite que bon, il y a peut-être 500 concurrents, mais en réalité, il y en a 10 qui comptent. Et c'est ceux-là que vous allez étudier. Mais vous n'aurez pas l'accès à une base de données qui vous donne ça en détail. Voilà. Il y avait d'autres questions, Cassandra? Non, c'est tout bon. D'accord. Donc, j'en étais à la réglementation, d'accord. Il y a des éléments qui peuvent influer sur votre activité et sur le marché. Donc, tout ce qui est politique et légal, c'est assez important pour étudier votre environnement. Si vous êtes, par exemple, antiquaire, vous vendez des objets, des petites antiquités sur Internet, il est clair que la réglementation est très stricte pour ça. Vous devez avoir un livre de police, vous devez avoir des choses qui sont déclarées, et les autres sont comme vous. Donc, ça peut influer sur dire ah ben non, moi je voulais faire ça un peu freestyle sur Internet, je ne peux pas.
Économique, c'est ce qui influe sur le budget de vos clients. Pardon. Donc, si ce que vous vendez est cher, vous êtes dans le domaine du luxe, eh ben, je vais enfoncer une porte ouverte, vous n'avez pas les moyens de Louis Vuitton pour faire du marketing. Donc, ça vous oblige à être très créatif pour vous positionner. Tout ce qui est social et culturel, bon, ça fait partie des choses qui sont évidentes. Si vous avez un marché bio, machin, ben, vous savez très bien que si vous n'êtes pas dans cette mouvance ou écosystème-là, vous avez moins de chances que les autres de vous installer là. De la même façon, si vous êtes boucher charcutier, vous êtes dans un QPV où il y a une population musulmane importante, bon, bah, évidemment, ça va être plus dur. Vous voyez? Mais une fois de plus, observez. Une paire de chaussures, allez observer les boutiques, allez observer les magasins, allez observer les marchés. Si vous êtes dans le monde Internet, regardez comment ça se passe sur Internet pour ces gens-là. Transformez-vous en client au besoin. Les évolutions technologiques ou écologiques futures, pas celles actuelles, mais futures, c'est dans votre étude de marché potentiellement une opportunité. On parlait assez peu d'écologie, de monde durable, soutenable, etc. il y a quelques années, et c'est devenu une valeur. Quelle sera la valeur des 5 prochaines années? De quelle manière ces valeurs vont-elles évoluer? Vous êtes, si vous vous faites des recherches pour trouver des fournisseurs avec des choses originales pour vos clients et vous mettre là où les autres ne sont pas, vous devez clairement vous poser la question d'utiliser l'intelligence artificielle et Copilot ou ChatGPT ou autres peuvent devenir vos meilleurs amis. Et je vous encourage dans ces cas-là à vous inscrire à des ateliers de l'ADI qui vous permettent de développer votre clientèle grâce à l'intelligence artificielle en apprenant à rédiger des prompts efficaces. Où j'en suis là. Pardon. Donc, un des moyens de débroussailler tout ça, c'est de parler avec des clients. Et les clients, évidemment, sont des gens qui peuvent être extrêmement différents. Vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, côté statistique, vous trouverez des trucs généraux, mais assez peu de trucs précis sur votre territoire. Ça fait 8 ans moi, que je suis bénévole à l'ADI, j'ai ces questions en permanence et malheureusement, il n'y a pas la liste, quoi. Voilà. C'est à vous de creuser. Alors, on disait dans le temps qu'il fallait faire des questionnaires, des enquêtes en ligne, des entretiens, etc. C'est pas facile parce que vous ne pouvez pas vous planter dans la rue et puis commencer à questionner les gens, ça ne marche pas forcément. Par contre, si vous vous mettez dans la peau d'un client et vous allez voir les concurrents, vous allez voir des gens qui font la même chose, ça vous permet de voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. De même pour les habitudes de consommation, que les questionnaires ne vous permettront pas de voir. Je vais vous donner un exemple. Les gens du marketing au Futuroscope, c'est une grosse boutique, le Futuroscope. Je ne sais pas si vous êtes allé au Futuroscope. Moi, j'y suis allé il y a quelques années quand mes filles étaient plus petites. Et la question que je me suis posée en sortant de là, c'est est-ce que je vais revenir? Et la question, je pense que les gens du Futuroscope se sont posés, se dire, bon, c'est les gens qui sont venus une fois, est-ce qu'ils vont revenir? Et s'ils reviennent, ils reviendront quand? Donc ça, c'est une question pour vous.
vous vendez des kebabs ou des empanadas sur un food truck, les gens ne vont pas manger des kebabs tous les jours, ni des empanadas tous les jours. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils vont revenir? Et par exemple, ils vont venir une fois par semaine. Donc, et cette question que vous devez vous poser, c'est celle que se pose un restaurateur qui dit, écoutez, moi, je change ma carte tous les 15 jours. Donc, vous venez toujours chez moi, mais c'est différent. C'est travailler sur la motivation. Pour la motivation, je vous l'ai dit, hein, si vous êtes dans le domaine du service, vous ne vendez pas que le service que vous fabriquez, vous vendez de la sécurité. Exemple, vous faites des massages, ou vous êtes tatoueur. Il y a d'autres tatoueurs et d'autres masseurs qui font des trucs très très bien. Qu'est-ce qui fait que ça va être différent chez vous? Ben, c'est que moi, attendez, je travaille avec des encres comme ça pour les tatouages. Moi, je fais extrêmement attention à une démarche pour ne pas abîmer mes clients. Vous vendez une sécurité en plus. Si c'est quelque chose que vous fabriquez, un objet ou quelque chose de consommable, vous devez sans cesse vous poser la question, mes concurrents, ils font ça, qu'est-ce que je peux faire de différent qui fait que les gens vont venir chez moi? Sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et je peux vous dire tout de suite, vous n'avez pas la réponse. Parce que même si vous trouvez la réponse, dans un mois, vous aurez été copié, il faudra faire quelque chose de différent. Et ces enquêtes, cette curiosité que vous aurez développée en allant voir ce qui se passe, je vous encourage à l'écrire avec vos mots, hein, il n'y a pas, de manière à y revenir plus tard. Parce que vous aurez ainsi une vision de quelque chose qui va changer. Si vous pouvez faire des entretiens, alors ça, si vous pouvez faire des entretiens, ça c'est génial. Donc il faut travailler l'entretien. Poser des questions ouvertes, qui en gros, je vous la joue courte, qu'est-ce qui vous déciderait à travailler avec quelqu'un comme moi? Et vous aurez la réponse. Même si c'est bien emballé, mais vous aurez la réponse. Et ça vous permet de tracer un portrait psychologique de l'acheteur. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose d'assez assez important pour vous permettre de reprendre ce qu'on vient de balayer depuis le début. Bon, j'ai compris qui ils sont. Pourquoi moi? Pourquoi ils vont m'acheter à moi? Vous voyez? Allez, je vais vous redonner un exemple. Il y a 2 ans, on a eu 2 petits jeunes qui sont venus nous voir ici à Bordeaux. 2 petits jeunes, 58 et 61 ans, qui voulaient lancer un service de messagerie vers le Maghreb, précisément vers le Maroc. Alors moi, messagerie vers le Maghreb, je n'ai pas compris, jusqu'au moment où j'ai compris qu'il y a des gens qui achetaient des télés, des machines à laver et qui les envoyaient au pays. Et donc, ils mettaient ça dans un camion, le camion partait à 7, il embarquait dans un ferry, et il arrivait de l'autre côté, et les gens récupéraient tout ça. Donc, je découvre ça, je ne savais pas que ça existait. 2, je découvre que il y en a d'autres qui font ça, et qu'il y a de la concurrence. C'était le cas sur Bordeaux, mais j'ai vu que c'était pareil à Toulouse, c'était pareil à Poitiers. Enfin bref, visiblement, il y a un business. J'ai dit, bon, c'est quoi votre modèle économique? On va c'est au kilo. D'accord? Donc, kilo. Qu'est-ce qui fait que vous allez être différent des autres? Eh bien, il y en a un qui s'est creusé la cervelle et qui a découvert en Belgique qu'il y avait un logiciel informatique qui permettait, avec un téléphone et les ordinateurs, de faire du suivi très précis des colis, comme avec un colis Amazon. Les autres ne faisaient pas. Donc ça, en faisant ça, ils vendaient de la sécurité à leurs clients. Et leur truc a très très bien marché jusqu'au moment où les autres ont copié aussi. Mais en se posant des questions, en se trouvant où était la différence, ils ont réussi à lancer leur affaire
de manière assez spectaculaire au début. Et là, ils n'avaient pas, je leur avais dit d'aller faire des entretiens avec des clients, etc. autour d'eux. Ils n'avaient pas voulu, ils étaient timides, ils n'osaient pas le faire. Vous voyez, ils allaient chercher la valeur par autre chose. Est-ce qu'il y a des questions, Cassandra, avant que j'aille plus loin? Non, c'est sur les personnes se répondent entre elles, en fait, plus exactement. Donc, tout ça, ça vous emmène à une étape importante qui est la préparation de votre stratégie commerciale. C'est-à-dire, vous allez, maintenant que vous avez à peu près défini votre marché, qu'est-ce qui va vous différencier des autres, ben maintenant, il faut préparer comment vous allez vendre. Et donc là, c'est dû verbaliser à l'oral ou à l'écrit les avantages de votre offre par rapport aux besoins des prospects. Voilà. Donc, on repart du client que vous avez identifié, les attentes, les besoins, qu'est-ce qui manque, et trouver comment vous répondez à ça. Exemple de quelqu'un qui est traiteur ou qui fait des gâteaux. Donc, c'est clair que d'autres gens font des gâteaux. C'est clairement l'originalité qui fait que on va venir chez vous. C'est pas le prix, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui fera des trucs basiques moins chers. Donc, ça va être l'originalité. Et votre communication, dans ces cas-là, sera sur l'originalité de ce que vous faites. Voilà. C'est comme ça que vous définissez la stratégie commerciale. La stratégie, c'est sur les deux lignes qu'il y a sur ce slide. Je propose une offre à un client type qui cherche un besoin en moyen. C'est-à-dire, le client type, c'est un particulier. Les besoins en moyen, il a besoin de quelqu'un qui vient faire de la plomberie chez lui. C'est basique. Voilà. Tandis que s'il y a de la valeur, je propose une prestation à la carte pour les restaurateurs qui veulent une prestation rapide, éviter des délais et des prix. Je suis rapide et moins cher que les concurrents. C'est une stratégie commerciale, ça, vous voyez. Ou c'est, moi, je fais exactement ce que font tous mes concurrents, mais moi, je suis fiable. Je suis là tel jour, à telle heure, j'ai promis, je tiens. Vous avez votre devis tel jour, à telle heure, j'ai promis, je tiens. Je démarre le chantier tel jour, à telle heure, j'ai promis, je tiens. Et voilà. Je suis au même prix que les autres. Ne vous inquiétez pas, je ne vous coûterai pas plus cher. Mais avec moi, vous êtes rassurés, je vous apporte de la sécurité. Et là, c'est quelque chose qui est positionnable. Évidemment, ça vous oblige, parce que vous venez de faire une promesse. Vous êtes comme le professeur Mamadou. C'est-à-dire que si vous avez promis, mais vous êtes incapable de délivrer la promesse, là, vous êtes mort. Parce que vous ne touchez pas au prix, là, mais vous touchez à la valeur intrinsèque de ce que vous fournissez. Vous voyez ? Et ça, c'est ça quand on parle de stratégie commerciale. C'est commercialement, je vais où ? Pas comment j'y vais, hein, je vais où ? Donc, vous voyez, c'est bon, j'ai un client type, un besoin moyen, voilà, c'est ça ma stratégie. Basta, basique. Ou j'ai réfléchi à quelque chose de bien précis et c'est ça que je propose parce qu'il y a une valeur intrinsèque à ce que je propose. Alors, on a une question de Anne qui nous dit, en fait, dans le cadre d'un suivi avec la BGE pour mon activité d'architecte d'intérieur, j'avais commencé à préparer un sondage et je me suis fait retoquer par mon conseiller. Pour lui, ce n'était pas important. Qu'en pensez-vous ? C'est le problème du sondage. C'est le problème du sondage. Vous savez, à chaque fois qu'on fait ça, d'abord, il y a assez peu de gens qui répondent. Et comme l'échantillon des réponses est faible, la valeur du sondage en elle-même est faible aussi. C'est toujours pareil. Si tout le monde répondait aux enquêtes, voilà. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous-même répondez aux enquêtes quand vous êtes sollicité ? Et je sais que la réponse est non. Donc les autres font pareil avec vous. C'est ça la limite. C'est ça la limite du sondage. Je vais vous prendre un exemple intéressant. J'ai un certain nombre d'activités
Et une des activités me fait intervenir auprès de quelques entreprises. Et donc, je suis rentré dans leur panel et je reçois un questionnaire sur ce que fait cette entreprise. Je dis, bon, je vais répondre. Au bout de la 8e page de questions, j'ai laissé tomber. Vous voyez, leur sondage a fini par me mettre mal à l'aise parce qu'en disant, attendez, ils me demandent en gros de faire leur stratégie commerciale, c'est leur boulot. Donc, vous voyez, c'est ces questions-là que vous devez vous poser. J'en reviens à la valeur. Si vous identifiez dans vos services une valeur, là, c'est clair, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Allez, de nouveau un exemple, parce que moi je vois beaucoup de monde, hein, j'accompagne quand même énormément de monde depuis toutes ces années. J'ai eu dans les gens que j'accompagne un luthier. Un luthier qui fait des guitares jazz. Ces guitares jazz, ce sont des bijoux. Prix d'entrée 4 000 €. Hein. Donc, ce n'est pas de la guitare pour débutants. Personnellement, je ne suis pas guitariste. Mais elles sont magnifiques, uniques. Évidemment, il n'en vend pas une tous les jours. Mais sa valeur par rapport à d'autres luthiers, ce n'est pas sur le volume. C'est de se dire, moi, chaque guitare que je fabrique, elle est unique. Donc, il travaille sur un tout petit marché, mais qui est européen, et sur des produits qui sont une niche. Mais il travaille sur cette niche. Vous voyez ? Il ne peut pas avoir une stratégie commerciale qui est celle du gars qui veut vendre 5 guitares par mois. Ça ne peut pas être ça. Et étrangement, en discutant avec lui, il n'avait pas compris ça. Il n'avait pas compris. Il pensait que parce que ses guitares sont super, il allait en vendre énormément. Et je lui ai dit, tu ne comprends pas. Tu as une solution qui cherche son problème là. Alors qu'il faut plutôt avoir une solution qui répond à un problème. Et il a mis du temps à comprendre ça. Vous voyez ? Pas une fois de plus, parce que sa stratégie commerciale n'était pas adaptée. Bon, depuis, ça va, il a fait des progrès. J'en étais où, là ? Attendez, hop, je passe au suivant. Il y a d'autres questions, pardon, Cassandra ? Non, ça... Alors, attends, en même temps... Est-ce que ça peut bloquer mes avancements du projet parce que je cherche une surface de 150 mètres carrés bien aérée? Alors... Enfin, j'ai pas trop compris. Ah oui, alors il y a quelqu'un qui demande, oui, pourriez-vous revenir à ce qu'est une bonne stratégie commerciale? Alors, je reviens. La bonne stratégie commerciale, c'est quand vous connaissez bien votre produit ou votre service et que vous faites une phrase, pas une page, une phrase qui définit pourquoi c'est chez vous qu'il faut acheter. Exemple, je fais des kebabs. Tout le monde fait des kebabs dans ma rue, mais je fais des kebabs. Voilà. Qu'est-ce qui fait que mes kebabs vont être meilleurs que les autres? C'est les produits, c'est les épices, c'est mon sourire de commerçant, c'est le prix. Qu'est-ce qui fait que je vais être meilleur? Une fois que j'ai déterminé ce qui va être meilleur, moi j'ai un mélange d'épices pour mon kebab que personne n'a, il est top de chez top. J'en mets un petit peu, je mets un peu moins de matière que les autres dans le kebab. Voilà. Donc je vends un tout petit peu moins cher, pas beaucoup, un tout petit peu moins cher, mais il est unique. J'ai une valeur. À un moment donné, je serai copié et je trouverai autre chose. Mais ma stratégie commerciale, ça peut être ça. C'est chez moi, vous allez trouver un kebab que vous ne trouverez pas ailleurs. Voilà, c'est ça une stratégie commerciale. Quand vous êtes capable, avec une seule phrase, de déterminer la valeur, pourquoi vous me donnez votre carte bleue et que vous achetez chez moi, vous avez défini votre stratégie commerciale. Le deuxième point de votre stratégie commerciale, c'est la taille du marché. Vous êtes à Lille et vous dites, bon, le marché de la rénovation intérieure, il est en gros de 150 appartements par an.
Il y a d'autres clients, moi je veux en récupérer 10. Ça, comment est-ce que je fais pour que j'ai 10 clients qui viennent chez moi? Je m'en fous des 140 autres, c'est bon. Moi, ma part, je veux attaquer cette part de marché-là. Pourquoi ils vont venir chez moi? Une fois de plus, répondre à cette question, qu'est-ce qui fait que vous êtes, vous, unique par rapport à l'offre d'autres? On en revient sans cesse à cette question-là. Et vous voyez, je ne parle pas du prix. Parce que le problème du prix, ce que je vois beaucoup avec les entrepreneurs, c'est le syndrome de la Ferrari et de la Clio. Beaucoup des gens que je vois ont tendance, moi je ne connais rien en voiture, je sais qu'une Ferrari c'est cher et qu'une Clio d'occasion c'est pas cher parce que j'en ai eu. La grosse tendance des jeunes entrepreneurs, c'est je donne la Ferrari au prix de la Clio d'occasion. Parce que je veux garder le client. Et donc, en faisant ça, vous envoyez un très mauvais message. Vous avez un client, vous n'allez peut-être pas gagner d'argent, vous allez peut-être déclencher un peu de bouche à oreille, mais vous êtes très mal parti dès le départ. Vous avez trop donné par rapport au prix que vous allez facturer. Vous voyez? C'est cette question de la Ferrari et de la Clio. Si vous vendez la Ferrari, vous devez la vendre au prix de la Ferrari. Et si vous vendez la Clio d'occasion, c'est au prix de la Clio d'occasion. Et c'est vrai que ça demande, ça vous demande d'avoir du sang-froid dans la négociation, mais réfléchissez, rappelez-vous simplement la Ferrari et la Clio. Et c'est ça qu'il y a sur ce slide, qui est le slide 18, qui est de trouver le prix juste quand vous avez analysé la demande. Donc, vous avez 3 volets là. Le premier, c'est que vous devez couvrir vos charges. C'est le plus important. N'oubliez pas que votre projet d'entreprise, c'est ça qui doit vous faire vivre, pas creuser des pertes. Donc, ensuite, c'est le pouvoir d'achat de votre clientèle. J'en reviens à mon histoire de Ferrari. Il y a des gens qui aiment sans doute les Ferrari, mais ils sont moins nombreux que les gens qui achètent, qui peuvent se permettre d'acheter une Clio. Donc, vous travaillez avec le pouvoir d'achat des gens qui sont vos clients. Et donc de ce que font vos concurrents. Si vous faites plus cher et moins bien que vos concurrents, il faut vous poser la question de changer votre stratégie. Et ça paraît évident. Et une fois de plus, de vous reposer les questions, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que vous soyez moins cher que les autres. Je ne parle jamais du prix. Parce que si, vous parlez du prix, il n'y a que les gros qui peuvent se lancer dans une guerre des prix. Par définition, si vous êtes sur cette webconférence, et vous n'êtes pas un gros entrepreneur. Donc, vous ne pouvez pas vous lancer dans une guerre des prix. Voilà. Vous ne faites pas le poids et vous serez broyé par des gens qui se moquent de vous. Et ça peut être les clients ou ça peut être les concurrents. Donc, votre tarif doit être juste et simplement parce que vous justifiez la valeur de ce que vous apportez. C'est ça quand on parle de la valeur ajoutée, dans la proposition de valeur. Tout ça, c'est des grands mots, mais c'est ça. C'est répondre à cette question, pourquoi moi? Pourquoi ils vont choisir moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Vous voyez? Et puis, vous pouvez tester. Donc là, le fait de tester est un bon truc. Si vous êtes dans l'alimentaire ou autre, c'est un bon truc. C'est un bon truc. Ça vous permet de voir que vous avez fait une erreur dans la communication, une erreur peut-être sur le produit ou le service. Vous en donnez trop ou pas assez. Et d'ajuster. Vous voyez, je reviens à un des tout premiers slides qu'il y avait au début. Il faut adopter une posture ouverte. C'est pas un domaine, l'étude de marché, où vous cliquez sur 3 cases et votre étude de marché est faite. Alors, où j'en suis là, 19. Pardon. Et donc, après, il faut arriver au juge de paix. Alors, le juge de paix, c'est vous avez fait votre étude de marché, vous avez positionné votre prix, et donc là, vous allez mettre ça dans votre
petit tableau Excel ou sur votre feuille de papier, etc., pour voir ça va donner quoi concrètement. Est-ce que mon projet, etc., est viable? Et c'est à ce niveau-là que vous devez vous poser la question, c'est OK, c'est bon, ça fonctionne. Je peux me lancer. Ou ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, ça veut dire que c'est mort tout de suite. Il faut vraiment changer les choses. Ça peut être le prix, ça peut être le produit, ça peut être la cible. Enfin, voilà. Si ça ne marche pas, ça veut dire que tout ce que vous avez fait, vous mettez ça avec ce que vous êtes capable de vendre et vous mettez vos charges en face et c'est pas rentable, il faut arrêter. Il faut arrêter là pour changer quelque chose dans le projet. Généralement, c'est plutôt dans une troisième catégorie que ça se passe, c'est-à-dire que ça marche, mais pas aussi bien qu'on espérait. C'est plutôt ça qu'on voit le plus souvent. Donc, il faut là clairement reprendre poste par poste pour voir qu'est-ce que vous devez adapter. Tant que ça n'est pas la valeur, c'est-à-dire ce qui fait que vous êtes différent des autres, ça, vous ne changez pas, vous n'y touchez pas. Ça peut être les prix, ça peut être vous achetez trop cher, par exemple. Si vous faites de la revente, vous achetez trop cher. Il faut se débrouiller pour acheter moins cher. C'est vous êtes dépendant d'un sous-traitant fournisseur qui n'est pas fiable, donc ce qui vous amène à avoir des surcoûts. Il faut vous poser la question, est-ce que je travaille avec les bonnes personnes? Vous voyez? Si ce sont les charges, vous avez vu trop gros, votre local est trop grand, vous avez mis trop d'argent dans le marketing pour des résultats moyens, et vous savez où est-ce que vous pouvez couper des choses. C'est le juge de paix, là. Tout ça ne va pas vous garantir exactement le fonctionnement et la viabilité de l'entreprise. Si ça marche impeccable à l'euro près, je vous donne un conseil, arrêtez votre projet, ouvrez un cabinet de voyance et devenez professeur Mamadou, vous aurez des clients et vous gagnerez beaucoup d'argent. Mais il y a de fortes chances que ça vous éclaire sur la viabilité de votre projet. Vous pensiez que vous vendriez 50 objets par jour. En réalité, votre truc, il est original, mais ce n'est pas 50, ça sera 35. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous dites, OK, 35, ça veut dire qu'il faut que je trouve un deuxième produit pour compléter tout ça, pour que mon activité soit rentable. Si c'est du service, c'est le temps que vous passez à rendre le service. Puisque le service que vous vendez, n'oubliez pas, c'est votre expertise et du temps. C'est tout ce que vous vendez. Donc, ce sont les deux seuls paramètres sur lesquels vous pouvez jouer pour votre modèle. Ce slide-là, il est important, il est inconfortable, parce que quand vous faites votre étude et que vous mettez vos chiffres et vous mettez ce que vous êtes capable, ce que vous anticipez de vos ventes, ça va tout de suite vous donner un résultat. C'est viable, c'est rentable ou pas. Hein? Si c'est pas rentable, enfin, si c'est rentable mais pas assez, c'est-à-dire vous ne sortez pas vraiment un revenu, moi je vous conseille clairement de vous rapprocher des gens de l'ADI que vous connaissez. On fait beaucoup d'accompagnement et on peut vous aider à remettre les trucs sur les rails et on vous dira les choses de manière très honnête. Est-ce qu'il y a des questions là, Cassandra? Surtout des questions sur… Non, il n'y a pas de questions, mais par contre, du coup, je réponds juste à Marie, parce que c'est la dernière question. Si on propose des webconférences sur les obligations des micro-entrepreneurs, j'étais en train d'écrire le message, mais oui, on en propose. Et surtout, quand vous allez recevoir le lien du replay, en fait, vous aurez accès à la chaîne de l'ADI. Et dessus, en fait, vous allez retrouver tous les replays des précédentes webconférences, justement, sur un peu le b.a.-ba de la micro-entreprise. On en réalise certaines via l'ADI, mais aussi certaines avec certains de nos partenaires. Et la prochaine aura lieu potentiellement de tête le 3 février prochain. Voilà. Donc, c'est très, comment dire, c'est quand même très dense, ce que cette heure-là qu'on vient de passer ensemble. Si vous avez des questions, c'est le moment là de les poser dans le chat. C'est avec plaisir que j'y réponds si j'en suis capable. Vous aurez le lien de tout ça. Ensuite, je vais repasser la main à Cassandra sur les financements peut-être.
Ce qu'on peut faire, c'est juste que je présente rapidement le financement Voilà, à l'ADI, puis après, on peut prendre, on peut bien prendre sûr. les questions Ouais, pour ceux qui le souhaitent. Alors, simplement, c'est vrai qu'on n'était pas, on vous a expliqué un peu qui on était exactement, mais on ne vous a pas expliqué comment fonctionnait finalement le microcrédit à l'ADI. Donc, pour obtenir un microcrédit à l'ADI, en fait, on ne vous demande pas d'apport personnel, parce que généralement, c'est évidemment ça qui bloque auprès des banques. Et on ne fait pas de prise de garantie sur le matériel qui est financé. On va financer tout type de statut juridique, c'est une question qui revient souvent. Évidemment, on a beaucoup plus de micro-entrepreneurs, mais en soi, si vous êtes en SASU, en SARL ou autre, on peut tout à fait vous financer. C'est à vous de déterminer aussi quel est le meilleur statut juridique à choisir. Ensuite, on va financer aussi tous les types d'activités, à partir du moment où ils sont légaux, évidemment, donc que ce soit dans le commerce, dans l'artisanat, dans la restauration, dans le service à la personne, etc. Et évidemment, on va financer tout type de besoins et pas uniquement que du matériel. On va financer aussi de la trésorerie, ce qui peut être un peu bloquant parfois avec les banques, que ce soit donc aussi pour financer vos stocks, vos premiers loyers, par exemple. Et enfin, ça c'est notre particularité, on est le seul organisme à pouvoir le faire. On vient financer des personnes qui sont fichées Banque de France. Évidemment, ça nécessite tout de même, alors ça c'est à voir avec le conseiller, un accord et selon votre situation, il y a un accord ou pas. Donc ça c'est à déterminer avec le conseiller. Moi, je ne m'engagerai pas entièrement sur vos situations si vous me posez la question dans le chat. Hop. Alors, nous, le prêt, le microcrédit à l'ADI peut aller jusqu'à 15 000 € maximum et on peut intervenir au démarrage ou au développement de l'activité. D'accord ? Et vous pouvez déjà être immatriculé, en tout cas, on peut vous financer. On va, pour être tout à fait transparente avec vous, on va privilégier la progressivité du prêt, c'est-à-dire que si vous venez nous voir pour la première fois, il est peu probable, voire pas du tout probable, en fait, qu'on vous prête directement 15 000 €. On va devoir regarder aussi si le financement est adapté à votre projet. Est-ce que vous pouvez rembourser ces échéances et quel est votre budget personnel par mois et votre reste à vivre. Au niveau du taux d'intérêt, donc on va être à 8% si vous réalisez un prêt qui est égal au 24 inférieur. Oula, je la refais. Je laisse la papa. En gros, si votre prêt est inférieur ou égal à un 24 mois, pour les nouveaux clients, il est à 8%. S'il est supérieur à 24 mois et que vous n'êtes pas client, il est à 9,54%. Dans certains cas, donc c'est pour ça que je le précise bien, c'est souligné, selon les régions, il peut y avoir des enveloppes de prêts d'honneur qui permettent en fait de financer à minima un tiers de votre microcrédit à l'ADI sans taux d'intérêt. Donc c'est un prêt à taux zéro, mais à confirmer avec le conseiller parce que ça dépend de la région. Et on a aussi une contribution de solidarité de 6% qui est plafonnée à 600 € maximum. Imaginons que vous empruntez 1 000 €. Quand vous n'allez pas recevoir 1 000 € sur votre compte, vous allez recevoir 940 €. Et enfin, la principale condition pour obtenir un prêt à l'ADI, ça va être d'avoir un garant physique qui est prêt à se porter caution sur 50% de la somme qui est empruntée. Cette personne, ça va être quelqu'un qui ne se met pas elle-même en difficulté si vous ne pouvez pas payer une mensualité. Donc, ça peut être par exemple quelqu'un qui est à la retraite ou quelqu'un qui est en CDI par exemple, et ça peut être un ami, ça peut être un cousin, ça peut être un oncle, ça peut être une tante, ça peut être un collègue de travail. Néanmoins, la seule subtilité, c'est que ça ne peut pas être le conjoint avec qui vous vivez sous le même toit. Hop. Alors du coup, on parlait tout à l'heure, Emmanuel vous parlait tout à l'heure des accompagnements de l'ADI, donc on peut vous accompagner. Je sais qu'il y a eu un peu le débat tout à l'heure sur le business, est-ce qu'on l'ADI accompagne sur le business plan, etc. Alors, nous, en fait, notre vocation première, c'est le financement. Mais néanmoins, on va accompagner les personnes qui souhaitent être financées. Mais je ne sais pas, Emmanuel, tu peux peut-être faire comment vous fonctionnez au niveau du bénévolat exactement? ouais. Donc là, comme vous avez vu, les taux d'intérêt sont élevés, mais l'ensemble des services, des formations, des conseils, des accompagnements, etc., qui sont personnalisés pour vous, eux sont gratuits. Clairement, ils sont gratuits. On vous accueille et on vous conseille pour mettre en place un business plan, pour faire vos prévisionnels. Si vous êtes accompagné, une fois que vous avez demandé un financement, on continue à vous accompagner. On vous appelle, on regarde comment ça va, on organise des formations qui sont gratuites, bien sûr, les formations sont gratuites, qui sont ciblées, qui sont générales, voilà, qui sont toujours des moments super intéressants pour les entrepreneurs parce que vous vous retrouvez avec des gens comme vous, à 6 ou 8
dans une salle et vous vous rendez compte que on vous a permis de résoudre un des problèmes clés de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire rompre la solitude. Hein, puisque Merci. c'est un des problèmes majeurs des jeunes entrepreneurs qui créent leur truc, c'est vous êtes tout seul. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont bien sympas et tout, mais bon, bah, vous ne pouvez pas parler avec eux, c'est trop difficile. Donc là, il y a ça, selon les régions, on organise des clubs qui sont des after-work avec une trentaine, quarantaine d'entrepreneurs, ça discute, on amène de quoi faire un apéro, un truc comme ça après, ça permet à tout le monde de discuter, ça permet de trouver des partenaires. Voilà. On fait ça. Et ça, on le fait, comment dire, tout ça c'est gratuit, hein, bien sûr. Voilà. Ça, on le fait gratuitement. Merci beaucoup, Emmanuel. Et du coup, je finis, puis après, on prend vos questions. On a encore un peu de temps ensemble. Quand vous êtes client de l'ADI, c'est la slide que vous pouvez voir. Vous pouvez bénéficier de certains bons plans. Donc, on les négocie avec des partenaires. Donc, c'est des bons plans qui sont uniquement liés à la micro-entreprise et à la micro-entreprise, à votre activité et qui vous permettent de faire des économies. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment à découvrir quand vous êtes financé par l'ADI. Et on propose, puisqu'on reparle toujours le business plan, hein, on y revient, on propose aussi un outil qui s'appelle Je construis mon projet, qui est un outil entièrement gratuit sur le site de l'ADI. Alors, il y a une refonte qui est en cours et qui devrait Le arriver. nouveau est lancé. Comment ? Le nouveau a été lancé. Il a été lancé là aujourd'hui, maintenant ? Non, hier. Mais non, parce que j'étais en face de mon collègue tout à l'heure, il m'a dit que c'était incessamment sous peu. Ouais. Non, on n'y est pas encore normalement. Oh, Mais normalement, du coup, il va. Donc, attendez peut-être la mi-décembre, là, encore 5 jours, et vous pourrez utiliser l'outil. Parce que sinon, vous risquez de perdre votre compte vu qu'on lance une refonte. Voilà, donc c'est un outil qui est à 100% gratuit. Vous pouvez construire votre business plan et chiffrer votre projet. Et donc, c'est un outil qui vous permet de définir vos moyens, le plan de financement, c'est-à-dire de quoi vous avez besoin pour démarrer, d'établir des prévisions de vente, de prix, etc. Et ça vous dit, bon ben voilà, votre truc, il est rentable au bout de 3 mois, de 6 mois, il n'est pas rentable du tout. Et voilà à peu près la rentabilité de votre projet. Voilà, c'est un outil simple. Vous n'avez pas besoin d'être expert comptable pour vous en servir. Hein, on l'a conçu pour des gens comme vous. Et je pense qu'on a dit l'essentiel. On vous laisse, là vous avez toutes les informations pour pouvoir prendre contact avec nous. Et puis là, si ça te va, Emmanuel, on peut prendre quelques questions. Bien sûr. Il nous reste 15 minutes. Bien sûr. Alors, je vais remonter un peu le fil. Alors, quelle est la différence de cet outil avec le pack créa de la BPI et des outils de la BPI? Ah, pour le JCMP, je construis mon projet. Alors ça, moi, je ne connais pas. Mais Alors, comment dire, la finalité est un peu la même. Ce que propose la BPI est plus sophistiqué. Et donc, selon votre niveau de compréhension de l'ensemble des mécanismes de projection de business, vous trouverez celui de l'ADI plus simple. Si par contre vous êtes à l'aise avec un peu plus de complexité, celui de la BPI est fait pour vous. Voilà. Alors, une question de... Alors, une question de Chloé, c'est plutôt sur l'ADI. Ma banque ne me suit pas par refus d'accepter une personne extérieure à la famille comme garant. Est-ce que c'est le cas de l'ADI? Non, en fait, vous pouvez être financé par, ce que je disais tout à l'heure, n'importe quelle personne qui est prête à vous suivre dans votre projet à partir du moment où elle-même ne se met pas en difficulté. C'est une personne qui doit être en France, qui doit être résidente française. J'ai le doute, Emmanuel, ou au moins limitrophe. Non, ouais, qui doit être en France et qui ne peut pas être votre conjoint. Voilà. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un collègue. Ça peut être un ami, il n'y a pas de souci. Alors, une question d'Hélène. En freelance consultant, peut-on baser son tarif sur l'équivalent du salariat, mais en temps partagé, ou le fait d'être dispo par mission, cela justifie un coût plus élevé? La réponse est oui dans les deux cas. On en revient à la question de la valeur quand on est en freelance. C'est qu'est-ce qui fait que
vous êtes différent des autres, surtout quand vous êtes en freelance dans un domaine où il y a beaucoup de gens qui font la même activité. On en revient à la valeur. Si ce que vous proposez comment dire, apporte une valeur qui vous différencie, sécurité, qualité, rapidité, etc., oui, vous pouvez être un petit peu plus cher. Si vous proposez exactement la même chose que les autres, si vous êtes plus cher, vous n'avez aucune chance. Il faut revenir à ça. Hein. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que je vais être différent des autres? Alors, attends, ça n'arrête pas de bouger. Ah oui, alors il y a quelqu'un qui dit, Julie Anne, qui nous dit, je n'ai pas entendu le passage sur les entretiens clients. Y a-t-il une méthode ou un outil? Alors, je vais revenir dessus. Les entretiens clients potentiels, il faut réfléchir à 3 ou 4 questions, qui sont des questions ouvertes, pas de questions fermées, pour que le client potentiel parle. Donc, ce sont des questions sur quelle est, selon vous, la valeur qui vous déciderait à travailler avec quelqu'un comme moi, par exemple, sur le marché. Question ouverte. C'est quelles sont les limites donc financières que vous percevez en termes de prix de marché. Vous voyez, ce genre de questions. Questions ouvertes. Hein, et pour écouter, pas de questions fermées. Et ensuite, c'est est-ce que si vous ne travaillez pas tout seul, de poser une question sur le fait que vous n'intervenez pas tout seul. On parlait d'aménagement d'appartements, par exemple, tout à l'heure. Il y a bien un travail, entre guillemets, d'architecture, mais ensuite, ce qui peut vous différencier, c'est d'apporter quelqu'un qui va travailler avec vous pour réaliser. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous décider à travailler avec moi? Voilà. Est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher si la prestation est faite plus rapidement? Vous voyez? Voilà. J'en reviens sans cesse à la valeur, hein, puisque étant donné que vous êtes des jeunes entrepreneurs et des petits entrepreneurs, c'est pas sur la valeur que ça se passe. Sur le prix, vous serez toujours perdant. Alors, une question de Amandine. En tant que photographe, par exemple, comment démarcher ses premiers clients quand on n'a pas encore de portfolio? Est-ce qu'on tarife la prestation différemment ou pas? Ça dépend de quel type de photographie on parle. Si vous faites des photos de mariage ou des portraits de famille, là, vous êtes dans la limite de l'œuvre. Et donc, c'est de dire, bon, voilà, un portrait, c'est tant, un portrait de famille, c'est tant, une prestation pour un mariage où je reste 4 heures sur le mariage, c'est tant. Voilà. C'est... Et la question, je reviens là-dessus, la question c'est, j'ai pas encore de portfolio, vous en faites un. Faites un portfolio, si vous êtes photographe, vous avez sans doute plein de photos, faites un portfolio avec des photos pour montrer ce que vous avez fait. Alors, je réponds juste à des questions par rapport au support. Il y aura un replay qui sera disponible, mais on ne va pas revenir sur toute la présentation. Si vous l'avez raté, on vous invitera à regarder le replay, parce que sinon, on ne peut pas retourner au tout début de la présentation, malheureusement. Alors, Alors, ah oui, Julie Anne, et faire des entretiens pour la satisfaction produit, est-ce une bonne idée? Exemple pour des aliments, par exemple. Pour des, pardon? Pour des aliments, par exemple. Alors, l'enquête de satisfaction après la vente, c'est toujours une bonne idée. C'est quelque chose auquel les clients sont habitués, en particulier sur les ventes en ligne. C'est rentré dans les mœurs. Tout le monde ne répond pas. Mais moi, j'encourage. C'est une boucle de rétroaction sur ce qui a été vendu qui permet d'avoir au moins un feedback sur ce qui a été fait. Si vous êtes en magasin, là, par contre, personne répond. Enfin, vous aurez peut-être le bouche à oreille, mais ça s'arrête là. Alors, je réponds aussi à Anne. Du coup, pour avoir un financement de l'ADI, il ne faut pas avoir fait de business plan et avoir été voir une banque avant. Alors, en clair, si une banque traditionnelle est prête à vous financer, on ne va pas vous dire absolument de venir nous voir. Si la banque vous suit, tant mieux.
Mais par exemple, si vous vous approchez de l'ADI, c'est toujours une bonne idée d'avoir une bonne ébauche de votre business plan. Mais si vous éprouvez des difficultés, on peut vous accompagner. Ce n'est pas rédhibitoire. C'est parce que vous n'avez pas fait de business plan qu'on ne va pas vouloir vous financer et qu'on va vous claquer la porte au nez. Voilà. Alors, question de Anna. Pour une vraie start-up, il faut avoir fait son business plan et avoir été voir une banque avant. Pardon, oula, en fait, ça a bougé du coup. Alors, pour une vraie start-up, auprès de quel accompagnement efficace et qualitatif pouvons-nous nous rapprocher? Je connais pas trop bien les Moi, acteurs. la question, c'est de quelle start-up, quoi, de quelle start-up on parle, dans quel Ouais. domaine, etc. Donc là, comment dire, si vous avez déjà des idées assez claires sur votre projet, même si ce n'est pas encore finalisé, effectivement, vous pouvez vous rapprocher d'une agence ADI, vous trouverez là des bénévoles. La plupart des bénévoles sont des gens quand même expérimentés. Vous avez beaucoup d'anciens banquiers, de chefs d'entreprise, d'anciens chefs d'entreprise, etc., qui ont du vécu et des kilomètres, donc qui pourront vous aider sur le sujet. Alors, Louis Pascal, convaincre un client en face, je peux le faire, mais c'est encore un mystère pour les... Alors, reterrer et attirer en quantité. Avez-vous des idées? Je pense qu'il y a une... Là, dans ces cas-là, on parle de, si c'est pas en face, bon, c'est l'exemple de ce qui est en ligne, c'est de la communication. Je vais donner un exemple. On a quelqu'un ici qui, a quelques années, s'est lancé pour faire des gâteaux. Mais pas n'importe quel gâteau, hein, des gâteaux, une paire d'escarpins ou de sneakers de course, c'est des gâteaux qui se mangent, avec les lacets défaits et tout ça. Un baquet en bois, qui donne l'impression d'être en bois avec des glaçons et des bouteilles de bière plantées dedans, tout ça se mange. Donc, la manière que cette personne, qui est une ancienne ingénieure agronome, a trouvé, c'est clair, elle travaille à la commande. Chaque fois qu'elle a fait quelque chose, elle poste sur Instagram. Elle montre. Voilà, elle montre. Et c'est fait pour attirer. Et effectivement, vous pouvez prendre contact avec elle et pour lui dire, moi, ça me plaît bien, les escarpins Louboutin en gâteau, je voudrais les mêmes. Ou, mais qu'est-ce que vous faites d'autre à part des escarpins, des sneakers et puis des baquets de bière avec des glaçons dedans? Et donc là, dans ces cas-là, il y a un dialogue qui s'engage pour vous convaincre d'acheter quelque chose chez elle. Vous voyez? Là, c'est comment initier quelque chose alors que le client n'est pas en face. Pourquoi est-ce que ça peut marcher? Parce qu'effectivement, il y a de la valeur. Là, elle montrait des produits et des services qui sont uniques. Voilà, c'est unique. Et c'est original. Donc, si vous êtes accroché par ça, ça va plutôt fonctionner pour vous. Alors, pour un commerce alimentaire de produits tropicaux, de tropicaux vivriers en début d'activité, est-il prudent de louer un magasin en tout début? Alors, là, c'est le business plan qui va vous dire si le potentiel de vente est faible et que vous avez un magasin en centre-ville de 40 mètres carrés, moi, intuitivement, je pense que ce n'est pas rentable. Mais je peux me tromper. C'est les chiffres qui vous donnent. Avant de vous lancer, il est clair que le fait d'être accompagné est important. Je reprends l'exemple d'une épicerie exotique là. Au début, vous avez une idée. Vous avez une idée. Cette idée, ce n'est pas un projet. C'est une idée. Le projet, c'est quand vous commencez à découper cette idée en petits bouts et qu'en face de chaque petit bout, vous mettez soit du temps, soit de l'argent qui vont être nécessaires. Et ça vous montre assez vite de quoi vous avez besoin pour démarrer. Ça, vous voyez, et à partir de ce moment-là, c'est plus une idée que vous avez, mais un projet. Vous voyez, et quand on creuse un cran plus loin, c'est là où on en revient à ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est bon, je vais en vendre combien, ça va me rapporter combien, quelles sont mes charges en face, et je regarde si c'est rentable.
Si ce n'est pas rentable, ce n'est pas grave. Il vaut mieux s'en apercevoir avant pour changer. On change le projet. Alors, je prends encore 2 questions et puis après on va conclure, le webinaire. Alors, question de Élodie: «Je lance mon activité de coach professionnel pour accompagner les femmes en questionnement. Est-ce que vous auriez, s'il vous plaît, des conseils pour créer mon persona et surtout comprendre quel budget elle aurait pour ce service? Merci». Alors, c'est un bon domaine où la différenciation se fait par le bouche à oreille, systématiquement. Moi, ce que l'on a vu dans ce domaine-là, c'est qu'il faut que vous regardiez la concurrence, éventuellement en vous faisant passer pour un client, pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'évidemment, un prix à Paris ne sera pas le même prix à Clermont-Ferrand. Si vous faites ça à distance, c'est encore plus important. Parce que vous faites ça à distance depuis Clermont-Ferrand pour des gens qui sont à Paris, c'est donc bien sur le niveau de prix de Paris que vous devez vous positionner. On a eu des gens qui faisaient ça à distance, en visio et tout ça. C'est le conseil systématique, c'est faites-vous passer pour un client pour voir combien ça facture. Une question de Léa: «Avez-vous des conseils, à part les entretiens/questionnaires, pour connaître les habitudes de nos potentiels clients?» Ben non. Ben non. S'il y avait des bases de données, des trucs où il suffit de cliquer sur le web, on vous le dirait. Il existe beaucoup de choses, hein, mais c'est au niveau national, voire européen. Et donc, vous, ce qui vous intéresse, c'est vous êtes à Brest, vous êtes à Strasbourg, c'est Brest-Strasbourg qui vous intéresse. Vous voyez. Et donc, malheureusement, il n'y a pas de truc ciblé par territoire. On cherche sans cesse et on ne trouve pas. Et je vais répondre aussi à Anne par rapport aux after-work dont Emmanuel parlait sur Bordeaux. En fait, c'est ce qu'on appelle les club Addy et c'est en première intention destiné à nos clients à l'origine. Alors, je ne sais pas après, Emmanuel, si vous les ouvrez aux Non, personnes. c'est pour les clients. C'est pour vos clients, ok. Clients, microcrédit ou assurance, mais c'est pour les clients. Ok. C'est gratuit, bien sûr. Hein, c'est gratuit et c'est utile. Nous, ici, par exemple, à Bordeaux, on en fait un tous les 3 mois et demi à peu près. Ok. Et allez, une petite dernière, puis après on va devoir conclure. Ah oui, bah tiens, typiquement sur l'IA, est-ce que l'IA peut nous aider au démarrage, justement? Alors, moi, ce que je vous conseille dans l'utilisation de l'IA, c'est d'apprendre à utiliser la méthode Craft qui vous permet de poser les questions dans un prompt intelligent. C'est-à-dire, si vous dites à ChatGPT, fais-moi mon étude de marché pour faire du coaching pour des femmes, il va vous sortir une page de banalité. Donc, il faut réfléchir plus précisément. Renseignez-vous sur Internet, vous verrez la méthode Craft. Je sais que on a fait ici des trucs à Bordeaux, mais je ne sais pas si d'autres régions on a fait des ateliers identiques qui sont comment développer son business avec l'IA. Nous, on l'a fait ici, on a démarré ça il y a 6 mois à peu près, et c'est des ateliers qui sont pleins tout le temps. Voilà, sont gérés par 2 bénévoles qui connaissent ça très bien. Mais s'il n'y a pas, moi, ce que je vous encourage, sur votre navigateur Internet, tapez méthode Craft et vous verrez, ça vous permettra de structurer les prompts que vous envoyez à ChatGPT, Copilot ou autre, de manière à avoir des résultats plus pertinents. Je pense qu'on va devoir conclure maintenant, parce que même moi, il faut que j'enchaîne sur autre chose. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Surtout, merci à Emmanuel, qui est vraiment Merci le à vous plus sur le tous. sujet. Et on espère que ça a pu déjà vous donner les premières clés, donc assez globales. Je vais vous envoyer un email à l'issue de la webconférence, plutôt à partir de demain, avec le replay de la webconférence.
Donc, n'hésitez pas à le revisionner pour prendre des notes ou revérifier les endroits où vous n'avez pas forcément été présent. Donc voilà, en tout cas, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on espère vous revoir sur d'autres webconférences. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.